Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Avec plaisir. La Banque de France, un petit mot, la Banque de France qui a légèrement rehaussé sa prévision de croissance. Vous avez vu ça, 0,25% au second trimestre, non pas 0,2%. C'est l'épaisseur du trait, mais la récession sera évitée, nous dit la Banque de France. Et d'ailleurs, l'enquête mensuelle qu'elle a menée de conjoncture montre une nette amélioration dans les services, le bâtiment et l'industrie. Non, je ne suis pas sûr du chiffre de la Banque de France. Je veux dire, elle disait également une hausse du PIB au premier trimestre, puis il y a eu une baisse de 0,2%. Bon, je pense qu'il faut rester prudent aujourd'hui, parce que, vous savez, sans rentrer dans la technique, mais le PIB tel qu'on l'affiche, c'est, je dirais, en volume, ça veut dire hors inflation. Et comme l'inflation ne cesse d'augmenter, que la Banque de France, comme d'ailleurs beaucoup d'économistes se sont trompés sur l'inflation, donc si l'inflation est plus forte, effectivement, donc ça va retirer davantage sur le PIB mesuré donc en volume, hors inflation, donc ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une mauvaise surprise sur le deuxième trimestre. Je pense qu'il y a un effet d'optique, si vous voulez, de l'inflation classique. On le voit également dans les enquêtes des directeurs d'achat. Parce qu'en fait, même si quand il y a de l'inflation, vous vendez un peu plus, le chiffre d'affaires augmente un petit peu. Mais en volume, c'est moins, puisqu'effectivement, les prix ont augmenté. Donc ça, je pense que ce n'est pas forcément intégré. Mais bon, quoi qu'il arrive, il y a quand même un vrai danger, notamment sur la consommation. Vous savez, il s'est produit quelque chose d'assez incroyable sur la France, si on parle de la France, sur l'enquête de confiance des ménages. L'enquête INSEE de confiance des ménages, normalement, à chaque fois après une élection présidentielle, donc généralement au mois de mai, ça monte un peu, voire beaucoup. Même, quels que soient les présidents, si vous voulez, ça a augmenté. Même François Hollande, j'allais dire, parce qu'on était très bas. C'est sûr qu'il allait. Hein. Ça a augmenté un petit peu. Allez, bim, ça fait du bien. Ça fait du bien, non, le pauvre chéri. Et donc, et là, bon, Macron 1, également, ça a augmenté, Sarkozy, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails. Et là, c'est vrai que c'est une surprise assez incroyable. Au mois de mai 2022, l'indice INSEE de confiance des ménages a continué de baisser. Et donc, c'est du jamais vu, finalement. Donc, avec une inflation à 5,2% qui est confirmée. 5,2%. Si on prend les normes Eurostat, on est à 5,8% d'inflation. Surtout, c'est les prix à la production qui m'inquiètent. Et on a une augmentation de l'ordre de 25%, ce qui veut dire que là aussi, attention, c'est l'indicateur avancé de l'inflation. Donc l'inflation va continuer, malheureusement d'augmenter. À quand le pic d'inflation? Tout le monde s'est trompé. Il est quand? Alors, il est à combien? Déjà, ce qui est important, c'est que, vous savez, on l'avait dit ici même il y a un an déjà, que j'avais annoncé qu'il allait y avoir une hausse de l'inflation en 2021, avant la guerre en Ukraine. Ça, c'est venu ensuite, bien entendu. On me disait, mais non, il n'y aurait pas d'inflation. Je me souviens très bien de votre question. Non, mais c'est temporaire. Regardez, Jérôme Powell, Mme Lagarde disent que ça ne va pas durer. Ben si, ça a duré, parce qu'on a injecté beaucoup trop de liquidités. Ils ont tous avoué s'être trompés. Et d'ailleurs, Mme Lagarde, pas complètement. Jérôme Powell a dit, oui, j'aurais dû. Jérôme Powell a dit effectivement. Dans cette interview au Wall Street Journal, il a dit, l'an dernier, oui, j'aurais dû augmenter les taux d'intérêt. Oui, mais enfin bon, encore une fois, les banques centrales sont les gardiens du temple. C'est ça qui est extrêmement dangereux aujourd'hui. Moi, je pense qu'on n'est plus sûr, justement, des pilotes dans l'avion. On vient de le voir, là, la BCE a essayé d'agir hier. Ça n'a eu quasiment aucun impact. C'est-à-dire finalement le taux d'intérêt italien il était à 4,04, il est à 3,94. Elle a enrayé peut-être une flambée à venir. Ouais, mais globalement, encore une fois, est-ce que c'est vraiment le travail de la Banque centrale européenne de faire ça? Je pense qu'aujourd'hui d'éviter l'éclatement de la zone euro, la réponse est oui. Non. On n'en est pas encore là, bien entendu. Mais on en prenait le chemin là, pardon, quand on voyait l'évolution sur les spreads de taux. Ouais, mais encore une fois, mais c'est une réalité. On a une dette publique allemande à 70% du PIB, une dette italienne à 150% du PIB. C'est normal qu'on ait des écarts de taux. Oui, jusqu'à un certain point. Non, encore une fois, je veux dire, tout le problème aujourd'hui est là. C'est qu'on a un problème de crédibilité de la Banque centrale européenne et donc de la zone euro. Donc là, on continue la fuite en avant. N'oublions pas que l'inflation, à la base, elle vient des erreurs de politique économique. Je ne parle pas de 2020 où il y avait la pandémie, on avait peur de tout, etc. Mais 2021, il fallait arrêter d'augmenter la dette publique n'importe comment, d'augmenter la planche à billets n'importe comment. Et on a continué. Alors que les politiques le fassent, bon, on comprend le dîner de réalité des politiques, on a l'habitude. Mais que les banques centrales, qui sont les gardiennes du temple, ont continué ce déni de réalité, disons-le, par clientélisme, pour faire plaisir au gouvernement, pour justement financer cette dette publique et pour faire plaisir également au marché. Ce n'est pas la mission de la Banque centrale. Que n'aurait-on pas dit si la BCE n'avait pas réagi et que les écarts de taux d'intérêt souverains en zone euro continuaient à augmenter avec ce risque de fragmentation? Heureusement qu'elle stoppe un petit peu la fin de la partie. Je crois que David, il y a un problème. Pourquoi est-ce que les taux d'intérêt augmentent? C'est parce que la dette... Non, d'abord parce qu'il y a effectivement la dette qui a augmenté, mais également l'inflation qui est en train d'augmenter. Donc on a un mouvement logique, si vous voulez. Les taux d'intérêt à long terme, c'est quoi? Si on fait un peu de théorie rapide, c'est les taux d'intérêt monétaires auxquels on ajoute des primes de risque. Notamment la prime du temps, bien entendu, mais surtout la prime liée à la dette, donc qui explose, et à l'inflation. Donc là, ces deux primes de risque explosent. Donc c'est normal que les taux d'intérêt augmentent. Ce qui était anormal, c'est quand les taux d'intérêt étaient bas. Et pourquoi ils étaient bas?
parce que la Banque centrale européenne faisait la planche à billets. Oui, mais donc si là, les taux qu'est-ce qu'elle nous dit d'intérêt- Elle nous dit qu'elle va continuer la planche à billets. Je dis, Vous aimeriez, vous, que la BCE nous matraque et augmente de 75 points de base, comme hier soir la Fed, ses taux? non, honnêtement. Imaginez en quel état serait la zone euro. On est sur un problème de crédibilité. C'est-à-dire, mieux vaut agir. Déjà, elle aurait dû agir en 2021. Elle a continué la planche à billets, ce qui est une erreur stratégique, disons-le. Jérôme Powell l'a reconnu. Il faut reconnaître ses erreurs. Ça fait partie de la crédibilité. Aujourd'hui, on dit non, non, je ne me suis pas trompé, mais parce que bon, c'est la guerre en Ukraine, c'est là. Mais si, vous vous êtes trompé. Donc maintenant, vous vous enferrez dans vos erreurs. C'est ça qui est. Donc à la fin, comment ça va se terminer? Malheureusement, on risque d'avoir une perte de crédibilité. Alors qu'on sait très bien que l'enjeu, c'est quoi sur la dette publique italienne et globalement sur la dette publique globale? C'est la stabilité, pas seulement de la BCE, mais de la politique, de la zone euro d'un point de vue politique. Aujourd'hui, est-ce que les Allemands vont laisser faire, les Hollandais vont laisser faire, vont continuer comme ça? Je ne suis pas sûr. Voyez, donc d'un point de vue politique, c'est extrêmement dangereux. Donc on prend des risques, on retarde l'échéance, on fait une sorte de fuite en avant qu'on continue. Et donc, on l'a vu, ça rapporte rien. La BCE qui muscle quand même son discours, on va avoir des hausses de taux au mois de juillet, on va en avoir en septembre. Oui, mais c'est normal. Encore une fois, n'oublions pas que les taux d'intérêt à 0%... D'un côté, elle remonte ses taux, peut-être pas assez vite pour vous, peut-être un petit peu tard. De l'autre, un mécanisme anti-fragmentation qui est à l'étude par les équipes de la Banque centrale, par les banques centrales nationales. Attention. Moi, vous savez, moi, je pense faire attention à ce qu'on appelle l'aléa moral. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, pourquoi les États augmentent leur dette publique? L'ont fait l'année dernière, par exemple, parce qu'ils étaient sûrs que c'était la BCE qui achetait leur dette. Ah, c'est fini. Donc, c'est fini. Mais si on dit maintenant, on continue finalement pour l'Italie, alors non, c'est pas sérieux. C'est pas le travail de la Banque centrale européenne. Donc moi, vous savez, vous me connaissez, David, je suis pas un monétariste, je dirais, absolu. Je suis aujourd'hui pour, effectivement, la rationalité économique, mais la politique de la Banque centrale européenne aujourd'hui n'est pas bonne dans la mesure où elle pêche par manque de crédibilité. Je pense que c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui. Donc si on a l'impression qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, que le pilote dans l'avion ne sait pas conduire, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et donc on le voit, normalement avec ce qui a été annoncé hier, les taux d'intérêt auraient dû baisser très fortement. Alors ça n'a pas du tout été le cas. Regardez le taux. Les marchés ont envie de voir quel est ce dispositif anti-fragmentation. Le taux 10 ans français, il a même augmenté. Ouais, on est à 2,40. Je vous rappellerai l'affaire, c'est vieux maintenant, l'affaire de la livre sterling, avec le fameux George Soros. Vous vous souvenez pourquoi on disait oui, on va années 90. Dans les années 90. C'est-à-dire on va tester effectivement le système monétaire européen. Et donc finalement, qui c'est qui a gagné? Ce sont les marchés. Et le livre sterling a quitté effectivement le système monétaire européen. Pourquoi? Parce que le livre sterling à l'époque était trop cher. Là c'est pareil. C'est-à-dire que si on s'enferme dans le déni de réalité, et on dit non, il faut que les taux italiens ou taux grecs baissent malgré une dette publique à 150% du PIB, ce n'est pas la normalité. Donc à la fin, la réalité l'emporte toujours. Ouais. C'est-à-dire que moi ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est ce déni de réalité permanent. Alors les politiques, on a l'habitude, mais encore une fois, les banques centrales, ça c'est très dangereux. Et le drame, c'est que cette inflation, elle devient débordante. De toute façon, cette inflation, à la fin, bien sûr, elle finira par baisser parce qu'elle va casser l'activité économique. Mais le danger aujourd'hui, c'est qu'en termes de crédibilité, regardez l'euro, qui est à 1,04 $ pour 1 euro. Vous savez, moi j'ai toujours été partisan d'un euro normal. Je n'étais pas content quand l'euro était à 1,50. Mais quand il est à 1,10, 1,15, ça va. Là, 1,04. Vous voyez, ça risque de continuer à baisser. Or, comme vous le savez bien, quand l'euro baisse, ça augmente l'inflation importée. Exactement. Donc la politique de la BCE, aujourd'hui, elle alimente l'inflation. Bon, la Fed maintenant, pour le coup, autre gros morceau, c'était hier soir, hausse de 75 points de base. Dès lundi, on sentait bien que ça allait venir après les chiffres de vendredi d'inflation à 8,6%. On sent qu'elle est, elle, pour le coup, déterminée à rattraper son retard. C'est pour le coup une façon pour elle de regagner sa crédibilité. Complètement. Moi je pense que c'est la grande différence justement la Réserve fédérale américaine et la BCE qui ont fait les mêmes erreurs l'année dernière, plus ou moins, en termes d'augmentation du bilan, etc., donc de la planche à billets, s'enferrer dans le refus de voir l'inflation. Là, Jérôme Powell, il dit, bon écoutez, on s'est trompé, maintenant on va quand même réagir. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'ils sont prêts à prendre le risque, je dirais, d'un fort ralentissement économique, voire d'une récession, mais au moins pour stopper l'inflation. Et c'est là où il faut faire attention, parce que c'est vrai que l'inflation, quand elle devient débordante, on n'arrive plus à la contrôler. Et donc, vous voyez, ce qu'on appelle la fameuse boucle prix-salaire. Et donc, je regardais la dernière fois qu'on a fait ça, par exemple, en France, c'était en 80, vous vous souvenez, la relance Mitterrand. Bon, vous étiez tout petit, vous étiez né quand même. Moi, j'étais tout petit, moi aussi. Et donc, c'est vrai qu'on avait à l'époque, l'inflation française est montée à 14,5%. C'était pas que lié à cela, mais néanmoins, 14,5%. Et quand est-ce qu'on est revenu vers un niveau normal d'inflation, des 2%, en 87, avec le contre-choc pétrolier. Donc, c'est ça qui est très dangereux, c'est que quand on rentre dans cette spirale, on ne peut plus contrôler effectivement l'inflation. Donc là, aujourd'hui, la Réserve fédérale dit on va stopper ça. C'est qu'elle a les moyens, parce qu'il y a quand même un taux de chômage qui est extrêmement bas.
C'est maintenant ou jamais. Je veux dire, elle a 3,6% de taux de chômage. Elle aurait dû le faire avant, mais bon. Et elle assume un ralentissement. Elle nous parle de ralentissement à venir de l'économie américaine. Il y a un ralentissement très fort. Bon, n'oublions pas que les Américains, eux, ne souffrent pas trop de la guerre en Ukraine, puisque sinon, ce sont des producteurs de matières premières, des exportateurs de matières premières. Donc, ils en bénéficient plutôt. Donc, finalement, c'est vrai que ce n'est pas un enjeu énorme. Là où il y a un vrai danger, par contre, c'est plus sur l'immobilier. Parce que les taux d'intérêt commencent à augmenter assez fortement. Et comme il y avait aussi une bulle immobilière qui s'était reformée aux États-Unis, là, ça risque d'avoir une petite crise immobilière outre-Atlantique. Il essaie de donner un petit peu de visibilité, Jérôme Powell, sur les prochaines réunions. On sent qu'on peut encore se prendre 75 points de base en juillet. Pour la suite, tout est ouvert. Hein. Oui, complètement. Alors bon, le problème, c'est que le pétrole continue d'augmenter, les matières premières au sens large, l'ICRB continue d'augmenter. Donc c'est ça, c'est que ça ne s'arrête pas. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on avait le sentiment que justement, une fois qu'on va intégrer, en espérant que la guerre en Ukraine, donc vraisemblablement il n'y aura pas une troisième guerre mondiale, donc on avait l'impression que ça allait se stabiliser un petit peu. La Chine, le déblocage, ça va un peu mieux, ça se débloque un petit peu au niveau de l'économie, donc les bateaux commencent à repartir, etc., des ports pour livrer à travers le monde, donc il y a un peu moins de pénurie. Mais malheureusement, l'indice des matières premières continue d'augmenter, l'indice CRB continue d'augmenter. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore de l'inflation dans les tuyaux. Ouais. C'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'on n'a pas atteint le pic. Tout à l'heure, on me posait la question pour la France. Je pense qu'on peut très bien monter à 6-7%, voire 8% d'inflation. Et encore en France... Et y rester, la question c'est on y monte et on y reste. Alors, après, il va se passer un phénomène inverse, c'est-à-dire que ça va tellement casser l'activité économique que la demande va s'effondrer. Donc l'inflation repartira à la baisse. En France ou aux États-Unis ? Surtout en France, je pense, mais ça arrivera également dans le monde, clairement. Hein. Je veux dire, par exemple, l'effet pétrole. Hein, rappelez-vous quand le baril est monté à $150 en 2008, en juillet 2008, quelques mois après, il était à $34, parce que ça a cassé la croissance mondiale, et donc après, il y avait moins de demande mondiale de pétrole. On est dans une zone d'inflation aujourd'hui où on sait que ça va freiner partout. Et où est-ce qu'on le voit vraiment ? Aujourd'hui, encore une fois, il y a les indicateurs avancés des directeurs d'achat qui résistent bien, malgré tout, parce que justement, il y a cet effet d'optique lié à l'inflation. Europe ou États-Unis ? Les deux, lié au chiffre d'affaires, ça résiste. Ça baisse, mais ça résiste. On n'est pas en zone de récession, donc c'est plutôt positif. Bon, il y a également l'effet post-Covid, où on se remet à voyager dans le monde, le tourisme redémarre, etc. Donc tout ça, c'est plutôt positif, mais néanmoins, il y a ce risque inflationniste, encore une fois, qui joue à la baisse sur le PIB qui est mesuré donc hors inflation, en volume. Donc c'est ça qui va, je dirais, limiter la croissance. Et après, la consommation, qui a déjà bien commencé à baisser en France notamment, elle va baisser davantage. Et c'est pour ça qu'elle doit taper fort la Fed maintenant, parce qu'elle sait que l'activité va montrer des signes de faiblesse. Exactement. Elle l'attend, donc c'est maintenant qu'il faut taper fort. Parce qu'après, quand ça ralentira très fort, si elle continue d'augmenter de 50 points de base ou de 75 points de base, ça va être compliqué là pour le Mais même, j'ai envie de dire, c'est là, moi, ce que j'évoquais dans l'erreur de stratégie monétaire, c'est que pourquoi il fallait agir en 2021 selon moi ? C'est que justement, pour préparer la prochaine crise, si on avait commencé à monter les taux d'intérêt en 2021, déjà il y aurait eu moins d'inflation, certainement. Et après, au premier signe de ralentissement, on aurait pu même rebaisser les taux d'intérêt. Parce que ça sert à ça, la politique économique ou la politique monétaire. C'est ce qu'on appelle contracyclique. C'est-à-dire, quand ça va bien, je resserre mes conditions, puis dès que ça va moins bien, je relâche. On est proche du pic ou pas aux États-Unis sur l'inflation aussi, puisqu'on en parle. Parce alors, que les chiffres ont déçu, les chiffres de vendredi du mois de mai ont déçu. Alors, c'est vrai qu'on a, globalement, il y a l'indicateur avancé qui sont les prix à la production. Ça baissote un petit peu, mais on est encore à 10,8% de glissement annuel. Le plus haut, c'était 11%. Donc là, 10,8%, l'inflation était à 8,6%. On est en train d'écréter. Je pense qu'on est en train d'écréter. Et c'est vrai que cette remontée des taux va également calmer le jeu, en espérant que les matières premières vont également se calmer. Mais comme le dollar également s'apprécie, ça fait, là, c'est l'inverse de la zone euro. Oui. Ça réduit l'inflation importée. Donc je pense qu'on est également tout de même sur un pic d'inflation aux États-Unis. Avec une inflation, il faut le dire, qui traumatise comme les Américains. Je veux dire, qu'on soit là-bas, il n'y a pas de débat sur, que ce soit au Congrès, que ce soit dans la population, dans le débat public. Tout le monde est d'accord, il faut lutter contre l'inflation. C'est évident. Encore une fois, je veux dire clairement... nous, le débat, il n'est pas clair chez nous. Non, parce que nous, encore une fois, on est dans le déni de réalité. Je dis dans la dernière vidéo qui a fait un carton d'ailleurs, on a fait ensemble sur Ecorama, sur YouTube, c'est magnifique. 182 000 vues. Bravo, ça fait plaisir. Mais bon, c'est grâce à vous. Non, grâce à vous. Mais bon, néanmoins, c'est qu'on ment aujourd'hui aux Français. On ne dit pas la vérité. Regardez ce débat. De la présidentielle, de la législative, c'est quand même incroyable. On a une dette publique historiquement élevée, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter et on est en train de laisser croire aux Français qu'on peut encore augmenter cette dette publique sans aucune conséquence. Mais il faut arrêter de mentir. Moi, ça me rend fou. Pourquoi les Américains, eux, acceptent la réalité ? Parce que il n'y a pas que des prix Nobel d'économie, je veux dire, aux États-Unis. Mais ils acceptent cette réalité. Ils sont capables de comprendre les dangers de l'inflation, les dangers de la dette. Et encore, ce sont les Américains. C'est-à-dire qu'eux, ils ont l'avantage d'avoir le dollar qui les protège, finalement, ce qui n'est pas notre cas. Voyez ? Et nous, non. Mais quand je parle des Américains, on pourrait parler des Hollandais, des Allemands, qui comprennent très bien les enjeux inflationnistes, même les Anglais. Mais nous, non.
nous mentons aux Français. Ça, je trouve ça inadmissible. Et de voir aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, de voir cette jeunesse, parce que bon, si les sondages sont vrais, qui votent justement pour des partis anti-système, en veux-tu, en voilà, 61% des voix au présidentiel, c'était pour des partis anti-système au premier tour. Je me dis, mais c'est ça. Et des jeunes. Donc c'est l'avenir, si vous voulez. Donc là, on voit que toute la classe politique, l'éducation nationale, les économistes également, les médias au sens large, le travail n'a pas été fait. Le travail de culture économique n'a pas été fait. On laisse des idées complètement fausses passer. Moi, encore une fois, je viens des cités HLM d'Orly. Moi, quand j'étais jeune, je ne voulais pas que tout le monde soit égaux par le bas. Je voulais m'en sortir. Que proposent aujourd'hui ces partis, je dirais, d'extrême gauche ou autres? D'égaliser par le bas. Ah oui, on va piquer aux riches et on va égaliser par le bas. C'est quoi ce discours? C'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur un risque sociétal extrêmement fort. Et là, je peux vous dire que si jamais... Alors, quand j'ai dit ça dernièrement, on m'a dit « Oula, vous êtes pro-Macron ». Non, moi, comme vous le savez, j'ai critiqué Macron, j'ai critiqué tout le monde. Dès qu'il y a besoin de critiquer, je le fais. Parce que c'est mon rôle de dire effectivement la vérité, d'essayer de faire en sorte que notre France, elle soit sauvée. Mais aujourd'hui, attention, si demain, je dirais lundi prochain, on a une majorité farfelue, j'y crois pas, mais admettons que ça arrive, regardez les exemples. Hein. Quand Tsipras est arrivé en Grèce, vous savez combien montait le taux d'intérêt grec à 10 ans? 20%. Eh oui. Donc, quand on a eu la coalition également extrémiste en Italie, là aussi on est monté à 4-5%, très rapidement. Bon, tout ça pour dire que, attention, aujourd'hui il faut être extrêmement prudent. Là, on croit que la France, parce que nous sommes la France, alors rien ne peut nous arriver. Mais non. Regardez le taux d'intérêt au moment où on en parle, il est à 2,4%. Ouais. Vous savez, on était à moins 0,4 en janvier 2020, j'ai vérifié. C'est-à-dire l'ampleur de la hausse des taux. Donc aujourd'hui, c'est 2,8 points entre le plus bas de janvier 2021 et aujourd'hui. 2,8 points, c'est un record historique. La dernière fois qu'on a battu ça, c'était lors du crack de 1994, crack obligataire de 1994. Qui n'a pas laissé de très très bons souvenirs. Exactement. Donc voilà le risque qu'aujourd'hui nous prenons. Un petit mot du CAC 40 avant de se quitter, Marc. On est sous les 5900 points. On se dit quoi? On se dit que c'est une opportunité, c'est un bon point d'entrée, ou on se dit que c'est encore trop valorisé et que... Ça dépend de l'horizon d'investissement. Moi, j'ai toujours dit qu'effectivement, sous les 6000, ça devenait intéressant, et puis à 7000, ça devenait intéressant de vendre. Donc voilà, on a ce range qui est assez large. Bon là, le problème, c'est que, on le voit aujourd'hui, malgré les mesures de la BCE, ça repart encore à la baisse. Donc moi, ma crainte, c'est qu'on a quand même un risque, disons le mot, de capitulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plein d'investisseurs se disent, ça soit sur les marchés boursiers, sur les crypto-monnaies, sur les marchés obligataires, on se dit, bon allez, on lâche, et puis on verra plus tard. Donc ça peut encore perdre 10-15%. Véronique Riche-Flores disait justement que le point bas pour elle, ça pourrait être 5002, 5003. En fait, il faut être honnête, dans les phases, c'est comme dans les bulles. Dans les phases de bulle à l'envers, c'est-à-dire de crack, on ne peut pas mesurer parce que ça devient irrationnel. Donc aujourd'hui, le niveau normal du CAC 40 serait plutôt effectivement autour des 6000, on va dire. Mais c'est vrai donc que... on y est alors. Donc on y est. Donc ce qui veut dire que quand on passe sous, ça redevient intéressant à l'achat. Mais comme nous sommes dans un contexte, je dirais, de surréaction, donc un petit peu irrationnel, parce qu'il y a quand même des craintes énormes au-delà de l'Ukraine, mais on parle du marché obligataire, on parle effectivement de l'inflation, on parle du manque de crédibilité des banques centrales. Ça, c'est très important. On ne sait pas trop où on va mettre ses billes. Donc ce qui veut dire que ça peut encore baisser le temps de voir justement ce redémarrage. Une fois qu'on est à la cave, comme on dit, là, ça peut redémarrer. Donc oui, on peut descendre à 5005, voire un peu moins. Mais encore une fois, sur le long terme, je maintiens en disant que les marchés boursiers restent quand même des bons placements avec effectivement des dividendes qui reviendront. Et donc on fait quoi alors aujourd'hui à 5000, sous 5009? Alors si on a un horizon long, effectivement, on peut commencer à revenir sur des bonnes valeurs, entre guillemets, qui ont toujours des dividendes. Par contre, si on veut s'amuser à spéculer, je pense que ça peut encore un petit peu baisser. Mais il y aura une très forte volatilité qui va se maintenir. Allez, merci de passer nous voir. Donc, avec plaisir. Marc Toiti, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Marc, salut. Avec plaisir, bye. Ciao.